Ça me fait drôle en fait d'avoir quelqu'un dans la pièce parce que je suis en mode je vais parler à la caméra mais il y a quelqu'un à côté. Alors, de retour cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que j'étais en convalescence on va dire. Donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je reprends ma routine de vidéos toutes les semaines. Oui, donc je voulais vous remercier pour tous vos retours sur la vidéo sur Sciences Po et les concours et sur la vidéo vlog. Ça m'a vraiment fait trop plaisir tous les retours que j'ai eu. Et surtout sur la vidéo Sciences Po, j'ai eu, enfin sur les concours, j'ai eu beaucoup de questions sur Sciences Po, d'où la vidéo d'aujourd'hui. J'ai décidé de refaire une vidéo là sur le coup sur Sciences Po vraiment spécifiquement et répondre à toutes vos questions sur les concours, sur la formation, etc. Je sais que le concours est la semaine prochaine, le 24 avril, pour ceux qui le passent cette année. Donc j'espère pouvoir vous donner des conseils un peu de dernière minute. Pour ceux qui le passent l'année prochaine ou qui comptent le passer dans un an ou deux, enfin, selon en quelle année vous êtes actuellement, du coup ça va vous aider pour votre préparation de concours. Si vous le passez la semaine prochaine et que vous écoutez cette vidéo, enfin que vous regardez la vidéo et que vous vous dites mince, il y a plein de trucs que j'ai pas fait, c'est pas grave, pas de panique, chacun prépare les concours à sa manière, il n'y a pas une seule façon de le réussir. Moi je vous donne juste mon expérience et comment moi j'ai préparé mon concours et ce qui pour moi ont été des bonnes techniques pour arriver à le réussir. Mais c'est pas forcé que ça sera le cas pour vous, je connais plein de gens qui ont préparé le concours très différemment de moi et qui l'ont quand même eu, enfin donc il n'y a pas de règle absolue. Donc la vidéo va se diviser en plusieurs parties. D'abord je vais vous parler un peu de l'école parce que j'en ai parlé que très brièvement dans la vidéo de la semaine dernière. Enfin de la dernière vidéo sur Sciences Po qui était il y a 3 semaines maintenant déjà. Bref, donc du coup j'en ai très brièvement parlé, là je vais en parler un peu plus. Ensuite je vais vous parler surtout des concours, enfin du concours. Comment moi je l'ai passé, même si je sais qu'il a changé, je vais essayer de vous donner des conseils qui s'appliqueront aussi pour vous. Avec vraiment mes conseils concrets sur comment le préparer, quel livre utiliser, mes conseils de A à Z. Et en dernière partie, je vous ferai un petit peu entre guillemets une FAQ parce que j'ai reçu pas mal de questions en commentaire ou sur Instagram, etc. Donc je vais les reprendre et je vais vous en parler un peu plus en détail parce que j'ai répondu en général aux commentaires mais mes réponses étaient assez brèves. Donc du coup, je vais développer un peu plus. Bon alors aujourd'hui j'ai tenté de mettre mon micro pour avoir un meilleur son. Donc mon micro est beaucoup plus sensible et vu qu'il y a des travaux à côté, il se peut qu'on entende des petits bruits de travaux agréables de ce type. Donc voilà, je vais commencer par vous expliquer un peu plus l'école, à quoi elle ressemble, qu'est-ce que c'est le cursus précisément, les débouchés, tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà, pour ceux qui passent le concours la semaine prochaine, j'espère que vous savez déjà un petit peu comment ça se passe dans l'école. Alors, donc du coup, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, Sciences Po c'est une école publique qui a pour but de former à la base les futurs membres de la fonction publique, mais ça s'est diversifié entre guillemets. Mais dans l'idée c'est l'étude des sciences politiques et sociales, c'est un cursus en 5 ans, 3 ans de licence, 2 ans de master, avec une 3e année à l'étranger. Du coup, c'est une formation qui est pluridisciplinaire, il y a vraiment de toutes les matières, c'est très général de la première à la dernière année, même si en master on commence à se spécialiser et qu'on prend une filière on va dire spécifique, dans l'idée on fait quand même des matières très diverses, donc s'il y a bien une chose qu'il faut que vous sachiez par rapport à Sciences Po, c'est que vous ne sortez pas de là avec un métier et que vous n'êtes pas spécialisé, et que même si vous décidez de faire par exemple un master tourné vers le journalisme, tourné vers les relations internationales ou tourné vers le droit, vous ne sortez pas de là en étant spécialiste dans ce domaine. Pas du tout, c'est une formation qui a... C'est un avantage et un inconvénient de l'école, c'est que c'est très généraliste, donc vous apprenez un peu sur plein de sujets, mais du coup vous êtes spécialiste d'aucun réellement, voilà. Donc ça je tenais à le dire parce que c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui sont déçus quand ils arrivent à Sciences Po, parfois de se dire ah mais en fait on fait rien à fond, on va pas au bout des choses dans toutes les matières. Bah oui, forcément, vu qu'on fait 10-15 matières par an, on peut pas aller au bout des choses dans toutes les matières. Par contre, c'est hyper intéressant parce que du coup, on voit tous les aspects d'un même problème, on voit les aspects économiques, historiques, juridiques, tout ce que vous voulez.
Et on a après une vision globale des questions politiques et sociales, donc c'est quand même très intéressant. Les campus, il y en a 10 en France, il me semble. Oui, c'est ça. 10 IEP, dont Sciences Po Paris, qui est un peu différent du fonctionnement des IEP de province. Mais dans l'idée, les formations sont assez identiques. Et pour ce qui est des IEP de province, en tout cas, le diplôme est presque le même. Après, tous les IEP de province ne proposent pas les mêmes masters. Donc, selon ce qui vous intéresse, vous pouvez choisir un IEP ou un autre. Mais globalement, il n'y a pas de différence majeure entre les IEP sur le plan de la formation. Après, au niveau de la vie associative, il y a des différences parce que un des gros plus de Sciences Po aussi, c'est qu'il y a énormément d'associations et vous pouvez y participer en tant qu'élève, être dans les bureaux des associations, faire plein de projets avec tous les assos. Et évidemment, elles sont toutes différentes en fonction des IEP. Oui, renseignez-vous aussi sur les formations que proposent certains IEP. Il y en a certains qui proposent des formations un peu plus spécifiques. Je sais par exemple qu'à Sciences Po Ex, du coup, où je suis moi, il y a une formation spéciale en langue arabe par exemple, que vous ne trouverez pas dans d'autres IEP, c'est une spécificité de Sciences Po Ex. Il y a quelques IEP comme ça qui ont des partenariats avec d'autres écoles ou qui ont des formations spécialisées que vous ne trouverez pas. Donc renseignez-vous quand vous faites vos choix de vœux pour les IEP, s'il y en a une qui vous intéresse particulièrement. Voilà. Donc du coup, pour ce qui est des débouchés, comme je vous l'ai déjà dit, vu que c'est une formation qui est pluridisciplinaire et qui propose plein de matières et plein de masters différents et qui reste assez généraliste, vous n'avez pas un seul débouché possible, vous avez une multitude de débouchés possibles. Et c'est ça qui fait aussi la force de l'école, c'est que du coup, à la fois vous avez les débouchés, tout ce qui est fonction publique, les métiers administratifs, tout ce qui est dans les ministères, les ambassades, tout ce que vous voulez. Vous avez aussi les métiers qui sont liés à la finance, au commerce, les métiers du monde de la culture, les métiers de l'entrepreneuriat, les métiers associatifs ou en lien avec la vie associative, etc. Je ne saurais vous citer tous les métiers possibles après Sciences Po, il y en a des milliers. Tous les métiers du droit aussi, j'oubliais. Voilà, donc du coup c'est ça qui est très intéressant. Moi j'ai choisi cette formation notamment parce que justement je savais pas trop ce que je voulais faire et je me suis dit bon bah ça m'offre un choix énorme de métiers possibles en sortant de là, sachant que vous avez 5 ans de formation de sûr dans l'école et donc du coup vous avez le temps de décider ce que vous voulez faire. Donc voilà, donc ça c'était pour en gros vous faire un petit résumé de ce à quoi ressemble l'école. Vous pouvez aller sur les sites spécifiques des IEP pour vous renseigner. Il y a le site du concours commun aussi et il me semble qu'il y a même des chaînes YouTube des écoles qui font des présentations de l'école, etc. Donc vous trouvez plein de ressources sur internet, n'hésitez pas à chercher. Donc pour ce qui est du concours à proprement parler, alors je sais qu'il a changé quelques années après que je l'ai passé, donc moi je l'ai passé il y a 3 ans. À l'époque, j'avais donc, bon, je sais que c'est toujours les mêmes épreuves, j'avais histoire, culture G, enfin, questions contemporaines et langue. L'épreuve de culture générale et d'histoire était de 3 heures avec une dissertation chacune. 2 sujets proposés, choisissez lequel. Non. 2 sujets pour les questions contemporaines et un seul pour l'histoire, voilà. Et l'épreuve de langue était d'1h30 et elle était composée de, je crois qu'elle a pas changé celle-là, d'un texte avec des questions de compréhension. Il y avait des questions aussi de vocabulaire, il fallait trouver des synonymes ou des trucs comme ça. Enfin bref, très difficile d'ailleurs cette épreuve de langue. Donc voilà, donc je sais que le concours a changé, je sais qu'aussi il y en a certains qui, là maintenant je crois que ça se passe en distanciel cette année. Donc franchement je sais que c'est compliqué, je vais essayer de vous donner des conseils qui vont s'appliquer à plus aux matières et à une méthode on va dire générale parce que je sais que ça a changé. Donc j'espère que mes conseils vous serviront même si le concours a changé. Du coup je vais diviser l'histoire du concours en 3 parties parce que il y a beaucoup de choses à dire franchement. À la préparation de cette vidéo franchement je savais même plus par où commencer tellement j'avais des choses à vous dire. Donc je vais commencer par les connaissances parce que c'est vraiment le truc le plus classique et la première chose à laquelle on pense quand on prépare un concours. Donc du coup pour ce qui est des connaissances, sincèrement, il faut s'y mettre à fond et il faut commencer le plus tôt possible. C'est pas grave si vous êtes pris un peu tard, tentez-le quand même parce que franchement, on sait jamais. Mais c'est vrai que c'est un concours où
le plus tôt et le mieux pour s'y mettre, franchement. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser en première, réellement. J'ai commencé un tout petit peu à faire ce travail de connaissance déjà en première, mais c'était léger, je m'y suis vraiment mise à fond en terminale. Et je me suis rendu compte qu'il m'a fallu bien 1 an et demi pour avoir les connaissances nécessaires. Après, c'est vrai que moi, j'avais pas... pour le coup, pas du tout de bagage de connaissances, notamment en histoire ou en culture générale. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà curieux de base et du coup, peut-être que vous avez déjà naturellement fait une partie de ce travail tout seul, en fait, sans que vous ayez vraiment travaillé le concours. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas grave si vous n'avez pas commencé très tôt, mais il faut savoir qu'il y a quand même une grande quantité d'informations à ingurgiter pour pouvoir être tranquille au concours et pas juste prier pour avoir un coup de chance et tomber sur le sujet que vous maîtrisez. Donc voilà, c'est surtout très vrai pour l'histoire. Moi je me rappelle que quand j'ai commencé la préparation du concours, je n'y connaissais rien de rien en histoire. Je connaissais pas du tout l'histoire de France, enfin ou très peu. L'histoire du monde, je connaissais vraiment que ce que j'avais fait au lycée, ce qui est vraiment pas grand chose au final par rapport à ce qu'on nous demande à Sciences Po. Donc du coup, c'est vrai que ça peut peut-être paniquer un petit peu. Oh non, c'est une blague. C'est le moment où je me... Oui, donc je vous disais, commencer par essayer de comprendre les grands enjeux des sujets de questions contemporaines et les grands enjeux et problématiques des questions d'histoire avant de vous noyer dans des détails, de retenir des millions de dates, d'événements qui n'ont pas de sens pour vous ou des millions de noms de présidents, je ne sais quoi. Ça sert à rien en fait. Commencez déjà au départ par essayer de comprendre les grands enjeux, les grands acteurs de chaque sujet. Je vais pas arriver à faire une phrase. Bref, et c'est pour ça que je vous conseille de commencer par vous intéresser en fait, de vous ouvrir et de rester curieux à toutes les sources possibles et imaginables de connaissances que vous pouvez trouver, que ce soit des podcasts, lire des journaux, regarder des documentaires, lire des livres qui pourraient traiter de ce sujet-là, ou enfin, essayez de trouver plein de sources différentes qui vont vous donner des connaissances et vous donner déjà un panorama en gros de votre sujet en gros. Et franchement, je vous conseille parce que moi j'ai vraiment, dès la première année, j'ai essayé de me noyer dans plein de détails. J'ai appris plein de dates complètement inutiles que j'ai jamais réussi à placer parce que franchement, même en ayant 3 heures d'histoire, je crois qu'ils ont réduit d'ailleurs le temps de l'épreuve d'histoire, mais déjà en 3 heures c'était quasiment impossible de placer toutes ces connaissances. Ça sert à rien d'ingurgiter de tant de choses. Déjà, comprenez bien tous les grands questionnements et vous verrez après pour apprendre des détails. Voilà. Oui, donc du coup j'en viens à la conclusion de ça, c'est que dans tous les cas, le plus important dans ces épreuves-là, c'est pas tant les connaissances, c'est surtout votre réflexion. Parce que de toute manière, le correcteur, il va pas lire votre copie en entière, il en a des milliers à corriger. Il va regarder surtout le raisonnement, voir si elle a les connaissances de base, voir si vous avez compris la problématique autour du sujet. Donc ça sert à rien de vouloir se noyer dans des connaissances ou de faire des démonstrations de connaissances sur votre copie. De toute manière, ils vont pas les lire et en plus, si c'est pas introduit dans un raisonnement, dans une réflexion qui est intéressante et intelligente, ça sert à rien. Je vais quand même vous donner les livres que j'ai utilisés moi pour travailler. Donc en histoire, j'ai utilisé les livres de Bechstein et Milza, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui font tout le XXe siècle, donc ils sont super. J'avais aussi Le siècle des excès de Patrick Touchard, qui fait bien. N'accumulez pas les livres, de la même manière ça sert à rien, il vous suffit d'un bon livre d'histoire qui fait tout le programme et ça suffit en fait. Hein. Déjà si vous retenez tout ce qu'il y a dans le livre, vous avez déjà bien travaillé, donc ça sert à rien d'avoir 40 bouquins de chaque qui reprend le XXe siècle. Hein. Pour la culture générale, prenez peut-être un manuel de culture générale de concours qui englobe, qui parle de plein de thématiques différentes. Même si il y a plein de thématiques qui peut-être ne seront pas dans votre sujet, c'est pas grave parce que votre sujet va englober plein d'autres thèmes et donc du coup vous allez pouvoir encore une fois avoir une vision plus globale de votre thème. Moi j'aimais pas trop personnellement les manuels spécifiques à l'épreuve de Sciences Po de l'année. Je sais qu'il y a tous les ans des manuels qui sortent en disant voilà concours de Sciences Po de 2021 avec plein de ressources sur les thèmes en particulier.
j'aime pas trop parce que je trouve que c'est réducteur en fait. Je pense que c'est plus intéressant de justement faire ses recherches soi-même et d'avoir plein de sources différentes sur un sujet, notamment la culture générale, c'est tout le principe. Donc intéressez-vous, moi j'allais beaucoup sur Le Monde évidemment, France Culture, Le 1 aussi si vous connaissez le magazine qui est super. Mais en fait, prenez n'importe quelle source qui vient en fait. Intéressez-vous à tout le monde diplomatique, des journaux étrangers aussi si vous pouvez. Et en plus, c'est bien pour les langues d'ailleurs, si vous pouvez lire des journaux étrangers ou regarder des émissions télé étrangères qui parlent du sujet, Arte, tout ça. Enfin, ne vous limitez pas à juste un livre qui vous donnera des connaissances a priori pour le concours. Parce que justement, le principe de ce concours, c'est d'avoir une grande ouverture d'esprit et d'avoir déjà avant même d'être dans l'école, de montrer qu'on est capable de faire le résumé de plein de connaissances qui nous viennent de plein de sources diverses. Voilà, j'espère que ça aura été clair et utile. Pour ce qui est des épreuves de langue, franchement, comment vous dire moi je trouve que l'épreuve de langue est extrêmement difficile, d'ailleurs elle l'est, et c'est souvent ça qui fait la différence entre une personne qui va l'avoir ou quelqu'un qui l'aura pas. Moi j'ai passé le concours en allemand parce que je trouvais ça stratégique et je vous conseille d'ailleurs si vous pouvez de passer dans une langue qui n'est pas l'anglais si vous avez le niveau. Si vous avez deux langues à un niveau égal ou que vous avez une première langue qui n'est pas l'anglais, je vous conseille de passer le concours dans cette langue. Tout simplement parce que vous avez moins de concurrents et que du coup le correcteur note mieux souvent. Je regrette pas d'avoir fait ce choix, mais c'est vrai que dans tous les cas l'épreuve de langue est super difficile. Retravaillez toute votre grammaire que vous avez vue au lycée ou au collège, reprenez les bases parce que votre expression écrite, la qualité de votre expression écrite va être très importante. Il faut que vous fassiez un vocabulaire politique et social dans la langue, donc lisez les journaux politiques dans la langue, ou les journaux, on va dire, d'actualité. Lisez dans la langue le plus possible, peut-être des livres si vous pouvez, ou écoutez des podcasts pareil, regardez des chaînes d'information. Bref, entraînez-vous au maximum. Et d'ailleurs, pour la même occasion, pour faire la transition avec ma deuxième partie sur la méthode, entraînez-vous à gérer votre temps parce que justement, on a souvent trop de connaissances et pas assez de temps pour les mettre et du coup on peut vite se perdre au brouillon. Donc quoi que vous fassiez, ou peu importe où vous en êtes dans votre préparation du concours, faites des concours blancs. Je sais pas si vous avez des classes préparatoires, vous êtes inscrit en classe préparatoire à côté, donc en prépa Sciences Po je veux dire, ou si vous travaillez seul le concours, mais dans tous les cas, prenez le temps de vous faire des concours blancs, prenez les annales des concours, vous les trouvez sur les sites du concours commun ou même vous pouvez les trouver en ligne. Donc, non, j'en ai trop marre, Chloé, j'en ai trop marre. Du coup, allez voir les annales et faites des concours blancs, chronométrez-vous pour voir comment vous gérez votre temps. Parce que vous allez voir, vous allez sûrement être très surpris de la vitesse à laquelle ça passe. 3 heures, c'est hyper rapide. Et en plus, je crois que vous, c'est 2 heures l'histoire maintenant. Quelque chose comme ça. Bref, vous allez voir, c'est très très rapide. Donc entraînez-vous. Parce que sinon, le jour J, vous allez vous faire avoir. Alors, je passe maintenant à la méthode. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En fait, la méthode, c'est le plus important. Vraiment, je sais que c'est très barbant pour la plupart d'entre nous. Parce que bon, au final, ce qui nous intéresse peut-être c'est les connaissances et pas forcément la méthode, mais je vous assure que c'est ça qui fait la différence. Vraiment, vraiment. Ça peut paraître bête parce que justement, c'est très simple et c'est pour ça qu'il faut être hyper rigoureux avec la méthode parce que si vous respectez bien la logique et le raisonnement et toutes les choses qu'il faut faire pour que la copie soit, entre guillemets, validée par les correcteurs, vous pouvez très facilement augmenter votre note en fait. Première chose, soyez clair et propre. Faites attention à la formation de vos phrases, à la façon dont vous écrivez. Écrivez avec un langage soutenu, écrivez de belles phrases. Faites attention aussi à la façon dont vous écrivez. Écrivez proprement, écrivez lisiblement. Faites attention aux fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe, ça c'est un truc, si le correcteur il lit votre introduction et qu'il y a déjà 5 fautes, ben, c'est fini pour vous en fait. Il va même pas prendre le temps de lire plus parce que justement, il y a tellement de copies. Si déjà tu sais pas écrire français, ben hop, tu passes à la trappe, enfin déjà t'as pas la moyenne c'est sûr. Donc faites super attention à ça, surtout l'introduction, faites-y hyper attention.
les alinéas, les sauts de ligne, très important aussi en fait la forme, la structure de votre devoir. Je sais qu'il y a beaucoup de questionnements sur est-ce qu'il faut mettre les titres apparents, les titres non apparents. Franchement, on s'en fout. Ça change. Enfin, il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de correcteurs qui vont dire oh là là, il n'y a pas les titres apparents, je vous mets pas la moyenne. Non. Voilà, c'est peu importe. Mais par contre, ce qui est très important, c'est qu'on puisse voir la structure de votre devoir quand on la lit. Donc, même si vous n'avez pas les titres apparents, sautez bien des lignes, marquez bien les paragraphes, marquez bien les annonces de titres, enfin les annonces de paragraphes et les transitions. C'était les annonces que je cherchais, les transitions. Et pareil pour ça, ne négligez pas les transitions, les chapeaux qui annoncent les parties et les sous-parties, la conclusion, tout ça, il faut vraiment que vous soyez carré parce que c'est le b.a.-ba en fait d'une dissertation. Donc voilà, moi je pars du principe que je facilite au maximum la lecture du correcteur. Donc moi personnellement je faisais les titres apparents parce que je me disais, pauvre correcteur, il en a sa 500e copie, il voit ma copie arriver et il doit chercher mes annonces de titres. Non, je lui fais des titres, je les souligne, je lui mets bien la structure, comme ça il n'a plus qu'à lire en diagonale et si c'est déjà a priori ce que, où je vais dans mon discours et ce que je veux lui dire. C'est pour ça que moi je vous conseillerais de faire des titres apparents parce que je pense que ça facilite la correction en fait et que du coup un correcteur content est un correcteur qui va vous donner une meilleure note. Voilà, ça c'est mon point de vue. Maintenant, si vous arrivez à être très clair et que les titres ça vous va pas du tout, n'en mettez pas, c'est pas grave, on vous en voudra pas pour ça, voilà. Ne négligez surtout pas la problématisation et l'introduction. L'introduction, si elle est bien faite, c'est que vous avez compris le sujet, c'est que vous avez donné une bonne problématique et c'est que votre discours derrière, il est cohérent en fait. Donc, c'est pour ça que vous devez absolument prendre du temps pour l'introduction. Pour ce qui est de la problématique, réfléchissez bien, prenez du recul et réfléchissez bien aux enjeux, aux acteurs, etc. Et faites en sorte que vos arguments soit vraiment cohérent au vu de votre problématique. Imaginez-vous que vous avez deux personnes dans une pièce qui discutent d'un sujet et il y en a un qui est pour et un qui est contre, où il y a des arguments différents des deux côtés. Il faut que les deux discours soient cohérents. Moi, c'est comme ça que je l'ai envisagé. Vraiment, c'est pour ça que aussi, je vous conseille de faire des titres. Parce que quand vous faites un titre, vous êtes obligé de résumer ce que vous allez dire dans votre partie et du coup vous êtes obligé d'être clair. Et si vous n'arrivez pas à sortir un titre clair, c'est sûrement que votre partie, ce que vous dites dans la partie n'est pas très clair. Donc même si vous ne les mettez pas dans la copie finale, essayez de vous faire des titres dans votre tête pour essayer de vérifier si c'est clair ou pas ce que vous allez vous dire et si vous êtes bien sûr que vous savez ce que vous allez raconter dans cette partie-là. Maintenant, pour ce qui est de votre état d'esprit et le jour du concours, j'en ai beaucoup parlé du coup dans ma dernière vidéo, je vous conseille de la voir. Je vous parle de l'esprit concours de manière générale, de comment gérer le stress, de comment envisager un concours d'un point de vue plus psychologique, on va dire. Pour résumer tout ce que je peux vous dire de cette vidéo qui peut-être est importante spécifiquement pour ce concours, c'est que si vous le passez en présentiel, bon pas cette année du coup pour ceux qui passent le concours dans une semaine, mais pour les autres, vous allez être sûrement extrêmement impressionné par le nombre de personnes qui vont le passer. C'est un concours qui est très prisé, il y a beaucoup de gens qui le passent, mais ne paniquez pas et essayez d'être le moins impressionné possible par tout ça parce que vous avez autant vos chances que n'importe qui de l'avoir. Il y a quand même 10% de réussite à ce concours, donc c'est quand même assez élevé. Également, si vous l'avez pas, vous aurez d'autres chances. C'est ça qui est bien avec ce concours aussi, c'est que pour le concours d'entrée en première année, il y a deux chances de le passer. Il y a le concours d'entrée en deuxième année, il y a le concours d'entrée en quatrième année, il y a les possibilités de le passer sur dossier. Vous avez plein de chances de rentrer dans cette école, donc du coup ne vous inquiétez pas si vous le ratez cette année, et bien vous aurez sûrement une chance de l'avoir encore ou de le passer encore l'année prochaine ou dans 2 ans, peu importe. Donc voilà, je vous souhaite à tous ceux qui vont le passer dans une semaine tout mon courage, je vous donne toute ma force et toute mon énergie, j'espère que vous l'aurez. Préservez votre santé un maximum, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo. À ce stade-là, vous devriez surtout vous reposer.
Je vais répondre rapidement aux petites questions que j'ai reçues en commentaire et sur Instagram. Il y avait Lisa qui m'a dit « Je passe le concours dans une semaine, comment optimiser la dernière semaine de révision ?» Donc du coup, comme je vous l'ai dit à l'instant, le plus important, c'est déjà de faire hyper attention à votre santé. Mangez bien, dormez, faites des nuits complètes. Videz-vous un peu la tête aussi, passez pas la semaine enfermée à juste travailler. Hein. Surtout les derniers jours, allez voir des amis, ou bon, je sais qu'on est confiné, mais faites un truc qui vous détend parce qu'il faut que vous soyez en forme le jour J. Peut-être faites des plans, faites des concours blancs, travaillez plutôt la méthode et les raisonnements plus que les connaissances. N'essayez pas d'apprendre plus. N'essayez pas à partir de maintenant de continuer d'apprendre des choses. Non, là vous devez réviser ce que vous avez fait et les choses que vous avez appris ces derniers mois et semaines et éventuellement voilà, vous reposer et travailler votre raisonnement et peut-être pourquoi pas écouter un peu des podcasts, regarder un documentaire par-ci par-là, mais franchement vous n'en êtes plus au stade où vous devez apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment des révisions et du repos. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller franchement. Ensuite, il y avait Lagia qui disait étais-tu bonne dans toutes les matières car je t'avoue que pour moi l'anglais c'est chaud. Alors, pas du tout. Alors je tiens à dire quand même que j'ai pas du tout eu des notes extrêmement élevées dans toutes les matières. Déjà la première fois que je l'ai passé, j'ai eu la moyenne qu'en histoire et j'ai eu 11. Et j'ai eu 7 en allemand et 9 en culture G, c'était vraiment la catastrophe cette épreuve-là. En langue, en cours, j'étais pas trop mauvaise, mais franchement, on peut pas comparer les notes qu'on a au lycée et les notes qu'on va avoir au concours, ça n'a rien à voir. En histoire, j'avais 14 de moyenne, 14-15, mais pareil, c'est pas comparable, franchement, ils notent beaucoup plus sévèrement au concours. Et c'est normal parce qu'ils font le tri en fait. Une bonne copie, ils vont mettre une note très élevée, une copie moyenne, ils vont mettre autour de 10, et une copie qui a des petits bémols, ils vont mettre tout de suite 4 parce qu'ils font du tri en fait. Ils sont pas là pour vous noter de façon juste, on va dire. Pour ce qui est de la fois où je l'ai réussi, j'avais eu quand même 8 en allemand. Donc comme quoi, même si vous avez des très mauvaises notes en langue, vous pouvez quand même réussir le concours. Il faut quand même que vous ayez un bon niveau dans les autres matières, parce que moi j'ai eu 16 en histoire et en culture G cette fois-là, pour compenser forcément. Mais c'est possible de l'avoir en ayant une note très mauvaise en langue. Bon, désolée, j'ai eu une emergency. J'ai eu à la fois les travaux qui ont commencé et à la fois ma colocataire qui vient de faire une réaction allergique à son mascara. Du coup, je vous disais que ça sert absolument à rien de comparer vos notes de lycée avec vos potentielles notes de Sciences Po. Clairement, ça n'aura rien à voir. Ça sert à rien aussi d'essayer de se dire oui, mais moi j'ai tant de moyenne au lycée, genre j'ai 14 de moyenne, du coup je pourrais pas avoir Sciences Po parce qu'il faut avoir au moins 16 de moyenne. Non, non, non. Franchement, il n'y a pas de règle. C'est pas parce que tu as 18 de moyenne au lycée que tu vas avoir forcément Sciences Po. À l'inverse, tu peux très bien avoir 13 de moyenne au lycée et réussir Sciences Po. Franchement, il n'y a pas du tout de règle comme ça disant qu'il faut avoir au moins tant de moyenne pour avoir une chance de réussir le concours. Pas du tout, tout dépend de votre persévérance, de la chance que vous aurez aussi le jour J d'avoir un sujet qui vous correspond ou non, du travail que vous aurez donné toute l'année pour la préparation. Donc franchement, ne vous inquiétez pas pour ça, donnez votre maximum et vous verrez. Et dernière question, Éléonore qui me demandait qu'est-ce que le correcteur apprécie dans une copie. Alors, il y a plein de mythes autour de ça. Il y a des mythes qui disent que voilà, les correcteurs, ils aiment les plans en 3 parties. Non, il y en a certains qui font absolument le plan en 2 parties parce que Sciences Po, c'est le plan en 2 parties. Il faut, comme je vous disais, les titres apparents, les titres pas apparents, une conclusion ou pas de conclusion. Franchement, ne vous prenez pas la tête avec ça. Tous les correcteurs sont différents, il n'y a pas de correcteur, il n'y a pas de règle absolue pour toutes les corrections. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout faciliter au maximum la correction. Dites-vous que le correcteur, il est enfermé toute une partie de la fin de l'année, enfin mai-juin, dans une salle de classe où il fera sûrement chaud, avec des milliers de copies à corriger sur les mêmes sujets, avec sûrement plein de copies qui sont catastrophiques. Il n'a pas de temps à perdre. Il lit votre copie en diagonale, il va lire vite fait votre structure, peut-être votre intro si c'est intéressant, et il va noter. Donc c'est pour ça, soyez le plus clair possible, faites ressortir les atouts de votre copie. Par contre,
ne soulignez pas les titres des mots-clés ou des trucs comme ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent faire ressortir des choses dans leur copie, donc ils vont écrire soit dans une autre couleur des mots-clés ou des noms d'auteurs ou des citations, etc. Faites pas ça, hein. Ça je pense que c'est assez mal vu pour le coup, vous n'avez pas besoin, ils peuvent voir rapidement en lisant en diagonale ce que vous allez citer comme exemple, mais comme je vous l'ai dit, faites bien les alinéas, les sauts de ligne, etc. Montrez bien la structure, ça c'est très apprécié. Et aussi, je pense que les correcteurs aussi apprécient les références qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors ne faites pas les trucs complètement exubérants non plus, mais c'est vrai que quand on lit des milliers de copies, il y a souvent les mêmes auteurs classiques qui vont revenir. Par exemple, si moi à l'époque j'avais des sujets sur la sécurité, j'avais sécurité et mémoire la première fois que j'ai passé le concours. Et du coup, pour ce qui est sécurité, bon bah il revenait tout le temps Rousseau, Hobbes, Locke, tout ça. Bon, c'est les auteurs clés qu'il faut citer, mais si vous avez des références plus modernes ou que vous avez voilà, une citation qui me sort un peu de l'ordinaire, n'hésitez pas à la mettre. Faut qu'elle soit cohérente, la sortez pas pour la sortir, mais c'est vrai que plus c'est original, plus ça va attirer le regard du correcteur. Donc voilà, j'espère que mes conseils vous auront aidé. N'hésitez pas encore une fois à me mettre en commentaire si vous avez des questions plus précises. Je sais qu'il y avait énormément de choses à vous dire, il y a tellement de conseils à vous donner, franchement. Forcément, moi j'ai passé 2 ans à préparer ce concours, donc j'ai énormément de choses que j'ai appris de la préparation, et donc j'ai énormément de choses à dire. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire parce que j'ai pas tout dit évidemment. Je vous revois la semaine prochaine pour une autre vidéo. Vous pouvez me suivre comme d'habitude sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok. Je réponds aussi à vos messages sur Instagram, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram si vous préférez plutôt qu'en commentaire. Voilà, partagez cette vidéo aussi auprès d'amis qui préparent le concours ou à n'importe qui en aurait besoin. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.